Eh bien, bonsoir, il est 20 h pour le 12e Facebook Live, moment historique et ô combien renouvelé dans ce 21e siècle. Bien, merci d'être là, merci Sophie, merci Adrien, merci, voilà, c'est les 3 personnes qui nous regardent, mais bon, non, je plaisante, merci d'être là. Je sais que je me suis énervé un petit peu sur la couverture de ce livre. Elle s'appelle Laurence Perrin, et Laurence Perrin, elle avait fait quoi, Fred, derrière? Vous vous souvenez de ce qu'elle avait fait pour rendre personne? Marilyn, en pseudo. Alors, c'était quoi alors Le titre, je sais plus. Alors, 2 secondes. Je sais plus. Vous serez pas payé. Alors, elle a fait la drôle de vie de... Zelda Zong. Très bien. Elle a fait aussi Anna et Miss Cyclone. Donc, c'était des bouquins, des romans que nous avions adorés, mais alors vraiment adorés. Moi, Zelda Zong, j'avais trouvé plein de charme. Ce sont des livres de détente intelligente, avec une âme. Enfin, il y a quelque chose. Hein. Il y a, voilà. Et puis, elle nous sort le nouveau L'aile des Vierges chez Calman Lévy. Alors, je me suis un peu énervé parce que je trouve que c'était pas sympa pour le livre, parce que quand on voit une couverture comme ça et qu'on est un homme ou un garçon, ça dépend des âges, quoique il y a des hommes qui sont toujours des garçons, et vous lisez pas ça. Pourquoi il me le prend? Ah oui, parce que voilà. Alors voilà, comme dit Fred, il m'a touché. Et c'est pas possible. Moi, je vois ça sur une table dans une librairie où je ne lis même pas. Je me dis c'est pour ma mère, ma copine ou voilà, ou ma sœur, mais je ne prends pas. Or, c'est pas du tout ça, les enfants. C'est lisible par les hommes, par les femmes. C'est un bouquin qui n'a pas de sexe, enfin, si j'ose dire. Ah bah si, justement. Enfin, je vais vous expliquer après. Alors donc, on est à Folkestone. C'est la guerre. Une jeune femme. Alors cette jeune femme, elle est la fille de toute une lignée de suffragettes. Hein, c'est-à-dire que toute sa mère, sa grand-mère se sont battues pour le droit de vote. Enfin voilà, c'est comme ça, hein, la lutte finale pour les femmes. Et puis elle se marie à un jeune homme. C'est l'amour fou. Hein, et il va pas mourir à la guerre, lui, il va mourir en tombant de son doigt. Donc ça, déjà, c'est un côté... voilà, et il va se faire très 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 mal, comme on dit, c'est-à-dire qu'il va être paralysé. Elle est complètement désespérée, elle va le soigner jusqu'au bout, mais alors c'est un passage assez terrible, parce qu'en fait, il devient violent, il devient absolument abominable, et puis il va mourir. Mais elle n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment, voilà. Et il y a un médecin, parce que alors son rêve aussi c'est d'être chirurgien ou infirmière, ou voilà, mais bon, le problème c'est qu'elle est d'une classe sociale telle qu'elle ne peut pas même pas avoir en rêve ce genre de choses, et elle va se faire employer dans un château. Alors c'est entre les vestiges du jour, vous savez, ce fameux film avec l'histoire de ce valet de chambre, et puis surtout comment c'est le feuilleton à Downton Abbey, c'est ça? Downton Abbey. Voilà. Et c'est exactement l'ambiance. Elle va se faire employer comme femme de ménage et comme domestique là. Alors elle est complètement désespérée parce que ça va à l'encontre de ses convictions, c'est-à-dire servir les plus riches, voilà, c'est pas son truc. Elle se trouve prise sa dignité, tout ça, elle s'en prend plein la tête, mais bon, elle peut pas faire autrement. Et là va tomber alors vous avez absolument toute cette vie dans ce château avec ces aristocrates. En plus, c'est un moment charnière, hein, c'est-à-dire que c'est un moment où l'aristocratie anglaise va commencer à décliner, et que les employés de cette maison commencent à avoir des syndicats à s'unir, c'est-à-dire que dans le temps, on pouvait leur faire n'importe quoi. Alors là, il y a 2 clans, vous voyez. Il y a ceux qui commencent à vouloir se libérer de ces contraintes, et puis ceux qui considèrent que ça a toujours existé comme ça, que ça sera toujours comme ça. Et là, elle va tomber, alors amoureuse. Est-ce qu'elle va tomber amoureuse? En tout cas, au niveau sexuel, c'est fou, avec le châtelain. Alors là, ça fait un peu Barbara Cartland, mais c'est justement pas du tout ça. C'est-à-dire que c'est une dissertation sur est-ce que... entre le sexe et les convictions, est-ce qu'elle doit résister à cette tentation, parce que cet homme représente tout ce qu'elle honnie au niveau social. C'est le départ d'un roman absolument psychologiquement hyper bien fichu, c'est-à-dire que c'est tout en subtilité, en plus c'est tout le portrait d'une époque, hein, c'est-à-dire que c'est aussi valable pour la France, pas au niveau de l'aristocratie, mais de la bourgeoisie. Quand il y a toute cette population, ça va déboucher sur 36 hein, en France, où il va y avoir des droits, des vacances, enfin des tas de choses comme ça. Et là, c'est le basculement. C'est aussi l'histoire de cette femme. Est-ce qu'elle va rester dans ce château? Est-ce qu'elle va rester avec cet homme? Ou est-ce qu'elle va partir aux États-Unis et ailleurs pour assumer sa vie? Ça, vous le saurez. C'est un merveilleux roman. C'est ce que j'appelle moi, c'est ce que j'adore, ce genre de roman de détente. C'est intelligent, c'est cultivé, ça vous apprend plein de choses, ça vous ouvre sur d'autres mondes, et puis sur une histoire que vous connaissiez pas
forcément. Et puis si vous êtes une femme, c'est vrai que ça vous raconte une part du combat de vos ancêtres pour que vous en soyez où vous en êtes là actuellement. Ça s'appelle L'aile des Vierges de Laurence Perrin, c'est chez Calman Levy. Et puis si vous n'avez pas lu cette dame, Laurence Perrin, lisait en pocket Zelda Zonk, et puis la suite qui s'appelle Anna, et puis Miss Cyclone, qui est aussi très très bien, qui se passe aux États-Unis, enfin très 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 bien fichu. Alors ça c'est un truc génial, j'avais adoré ce bouquin, il était plus disponible, ça s'appelle L'histoire des grandes erreurs de management de Christine Kerdelan, c'est chez Folio, c'était paru chez Gallimard, on en avait vendu mais vraiment énormément, c'était chez Noël, hein, pas Gallimard, on en avait vendu énormément quand c'était paru, et c'est un livre absolument fantastique, c'est toutes les erreurs, enfin vous voyez, toutes les chefs d'entreprise, mais des grandes entreprises américaines qui racontent comment leurs erreurs leur ont servi pour leur carrière professionnelle après. Parce que la différence entre les pays anglo-saxons et les pays latins ou français, par exemple en France, l'erreur n'est pas, vous voyez, ça fait partie du parcours professionnel, une erreur dans les pays anglo-saxons, alors qu'en France c'est éliminatoire. Hein. Vous avez fait une erreur même légère ou limite, c'est marqué dans vos curriculum vitae, ça vous suit toute votre vie. C'est hyper édifiant. Moi j'avais adoré, ça se lit comme un roman d'aventure où les losers en fait, plus tard vont devenir des winners. Je peux vous le conseiller parce que même si vous aimez pas l'économie, et moi je trouve que si vous avez des enfants qui veulent se lancer et tout, vous pouvez leur faire lire ça. Voilà, ça peut les aider, même s'ils se plantent, ils verront que se planter n'est pas forcément négatif. C'est génial de chez Génial, ça s'appelle Histoire des grandes erreurs du management de Christine Kerdelan. On s'était battu pour ces deux livres, hein. C'est une Irlandaise absolument comme j'aime, très drôle, très irlandaise, tonique et tout. Et là, elle nous sort un nouveau bouquin qui s'appelle Du côté du bonheur. Alors c'est le livre de détente, pareil. Je trouve qu'en ce moment l'ambiance n'est pas géniale, donc autant se détendre un peu, mais en le faisant avec intelligence et avec des gens qui ont du talent. On est en Irlande, à Dublin, classe populaire. Hein, c'est pas le Dublin des bourges ou des bobos. C'est c'est une jeune femme. Elle a déjà sa mère qui qui part à volo, genre Alzheimer. Ça se passe pas très 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 bien. Et elle est mariée, mais elle est mariée avec un type très très violent. Enfin. Voilà, à l'encontre de tout ce qu'elle croyait, de tout ce qu'elle espérait de l'amour et du mariage, elle décide de s'en aller, de se tirer, de divorcer. Et là, elle se dit, voilà, j'ai enfin trouvé une sorte d'apaisement, je suis bien. Et puis, le 1er janvier, se passe une catastrophe, c'est que son fils disparaît avec son meilleur copain, son meilleur ami. Et là, ça va être la recherche de cet enfant. Alors, vous passez du rire à l'inquiétude, au sourire, parce que là, ça vous permet, elle va vous raconter, comme dans tous les autres livres, l'âme irlandaise avec humour, avec cette générosité, mais d'un autre côté, vous avez aussi ce gosse qui a disparu. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'elle va le retrouver? Puis il y a surtout un secret qui va changer tout ce roman, qui est toute l'épaisseur du roman. Ça se dévore. C'est comme la couverture. Alors autant il y a un des livres donc je m'étais énervé dessus, mais là c'est exactement ça. C'est-à-dire c'est frais, c'est intelligent, c'est psychologiquement bien construit. Vous attachez aux personnages, c'est des gens que vous pourriez croiser dans la rue, puis vous mettez bien dans l'histoire parce que vous dites ça pourrait peut-être exister l'histoire de ce gosse qui disparu. Voilà, ça s'appelle Anna McPatlin, c'est Du côté du bonheur, cherche midi, et puis les gens à Saint-Maur la connaissent un peu parce qu'elle était venue à Saint-Maur-en-Poche je crois il y a 2 ans, et elle est absolument chaleureuse comme ses livres. Il vient de paraître en poche pour les amoureux de Venise. Alors, bon, il y a le livre culte, hein, Le gang des rêves, Luca Di Fulvio, l'histoire de cette femme violée qui attend un enfant qui va partir aux États-Unis. Elle est sicilienne. On va se retrouver dans les États-Unis du début du siècle. Alors là, c'est tout le racisme, la naissance du quartier italien. C'est extraordinaire, c'est devenu culte. Et là, il nous avait sorti un bouquin qui se passe. Alors, si vous adorez l'histoire, si vous adorez les romans historiques, si vous adorez Venise, eh bien, ça c'est un indispensable. Ça s'appelle Les Enfants de Venise, toujours du même auteur. Ça vient de paraître en pocket, et c'est l'histoire c'est comme un feuilleton, vous lâchez pas, c'est une sorte de fuite vers Venise, et puis avec tous ces complots, vous retrouvez complètement, c'est un véritable film. Je vais pas vous en faire une tartine là-dessus parce que ce type écrit merveilleusement bien. Ça s'appelle Les Enfants de Venise, c'est de Luca Di Fulvio, c'est chez Pocket. Il vient de paraître, c'était chez Gallimard, j'avais adoré ce bouquin.
Ça s'appelle Le pays que j'aime de Caterina Bonvicini en folio. Alors ça, c'est franchement, j'ai adoré. C'est l'histoire on est dans les années en Italie, hein, au temps de un peu les Italies des attentats, Bologne, on est à Bologne. L'histoire d'une famille d'industriels très riches, légèrement corrompu, hein, les pots de vin, vous voyez, voilà. On est à l'époque de Berlusconi aussi, donc vous voyez l'ambiance, le fric, famille un peu méprisante pour tout ce qui est classe populaire. Et là, vous avez deux enfants, la petite fille du jardinier et de la majordome, de la femme de ménage, enfin oui, de la domestique, et puis non, c'est le fils de la domestique et la fille des patrons, hein. Et donc ils s'entendent merveilleusement bien, comme s'entendent les enfants. Là, il n'y a pas de classe sociale qui compte. Et puis alors c'est l'histoire des parents aussi, le père qui est très travailleur, la mère qui elle en a marre d'être au service de cette famille et qui part. Elle part avec un représentant de commerce. Ça va être un drame pour les deux enfants. Ils vont être séparés. Le fils va suivre cette femme qui croyait atteindre le nirvana, mais en fin de compte, elle va se retrouver dans un quartier de très très pauvres de Rome. Alors là, vous allez découvrir voilà, ces quartiers populaires de Rome dans les années Berlusconi où bah, pour survivre, on a, vous savez, les petits boulots, le petit dealer, voilà. Et puis il y a un moment où le petit dealer il passe à un autre stade et puis ça finit pas forcément très bien. Vous avez ce gosse qui est complètement désemparé. Vous allez les voir grandir. Vous allez voir. Alors est-ce qu'ils vont se retrouver? Est-ce qu'ils vont pas se retrouver? Est-ce que vous avez aussi l'histoire de cette famille qui était riche, mais on sent que c'est le déclin d'une famille avec des gens complètement qui sont bouffés par l'argent et qui s'ennuient. Ces femmes qui passent leur temps dans les salons en s'ennuyant et en trompant leur mari. C'est absolument merveilleusement bien fait. Si vous avez aimé le book, voilà, si vous avez aimé L'amie prodigieuse d'Eneda Ferrante, vous allez adorer. Moi, j'ai adoré ce bouquin, presque limite préféré à celui-là, mais bon, ça c'est une pure affaire de goût. Voilà, ça s'appelle Le pays que j'aime de Caterina Bonvicini. C'est chez Folio. Vient de reparaître, alors ça a été un autre chouchou, on a vendu, mais quand c'était paru en grand format, c'est Len Deighton, SSGB, c'était en folio, vous oubliez le SF, hein, parce que même si vous aimez pas la SF, ça n'a pas d'importance. En fait, c'est un livre extraordinaire. Vous êtes en Grande-Bretagne, la Seconde Guerre, en pleine Seconde Guerre mondiale. Le seul problème, c'est que les Allemands ont réussi à envahir la Grande-Bretagne. Et là, vous allez voir, il y a des meurtres, il y a des inspecteurs, il y a la résistance, il y a la reine, le roi. Ça va à 100 à l'heure. C'est en plus une description de la collaboration des résistants, des faux culs. Enfin, vous voyez, mais à l'anglaise, ce qui est quand même une autre classe que la collaboration à la française. Vous voyez, c'est pas Pierre Laval, c'est autre chose. C'est voilà, c'est génial. Ça se dévore, vous faites un film, c'est incroyable. Je crois d'ailleurs il y avait eu un feuilleton absolument extraordinaire, c'est l'occasion sur les chaînes anglaises, qui était très très bien, il me semble bien. Hein. Ça s'appelle SSGB de Len Deighton. Alors là, vous vous posez même pas de questions, vous précipitez, vous prenez l'avion, vous partez en week-end et tout ça, vous oublierez tout, votre femme, votre belle-mère, votre voiture, ce qui se passe actuellement, c'est absolument génial. Alors si vous aviez aimé Le Gang des rêves, les enfants, pour moi, alors les gens se disent les livres sont chers. Là, vous en avez pour 7,90 et c'est absolument comme Le Gang des rêves. Vous vous rappelez, je vous ai parlé du Gang des rêves, la Sicile, cette jeune femme qui part aux États-Unis parce qu'elle a été violée pour élever son enfant là-bas, il la redécouvre. Et là, vous êtes à Palerme. C'est l'histoire alors c'est sur plusieurs générations. C'est l'histoire d'un petit garçon. Hein, là, on est dans les années 80 voilà. Et puis, ce petit garçon, c'est Palerme au quotidien. Vous savez, alors il est confronté à la violence, il est confronté, mais en même temps, il est amoureux. En même temps, il a une famille, c'est très clanesque. Et alors, tous ses copains veulent faire le boulot de leurs parents. Et lui, pas du tout. Il veut pas ça. Il veut faire de la boxe. Il est hyper doué pour faire de la boxe. Parce que, bon, vous verrez pourquoi il veut faire de la boxe. Moi, je suis pas très la boxe. Mais ça ressemble dans l'ambiance à Rocco et ses frères. Vous voyez, avec Alain Delon et tout, Ni Girardot, vous ressentez un peu ça. Et il y a le soleil, il y a de l'amour, il y a de l'amitié. C'est en même temps, c'est un peu goûtu comme l'Italie, comme la Sicile. C'est-à-dire, c'est plein de soleil, ça
ça écrase le soleil, il y a la chaleur qui écrase, c'est vraiment, vous entendez les gens parler, chanter, vous avez, et puis il y a cette violence, hein, c'est-à-dire qu'on est forcé, comme il dit, il y a un instinct des Siciliens pour sentir il y a ceux qui l'ont pas, mais la violence et la menace, c'est-à-dire que ceux qui sentent la menace qui vient, et ils vont y arriver, et ceux qui n'ont pas cet instinct, ils sont foutus. J'en referai des tonnes là-dessus, n'importe comment, c'est de Davide Enya, ça s'appelle Sur cette terre comme au ciel, c'est en livre de poche. Un petit coucou juste pour vous signaler que avait paru en poche un livre de détente que nous avions adoré, qui s'appelle La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan en livre de poche, qui est une petite merveille, mais alors franchement une merveille. C'est l'histoire d'un secret, c'est l'histoire de... ça se passe actuellement, hein, on est en Angleterre, à Londres, une jeune femme, elle est trompée par son mari, elle décide de retourner en Cornouailles où elle a été élevée pendant la guerre. Il y a un amour impossible là-bas, mais elle va redécouvrir la solution du secret. Alors il y a tout ça, hein, c'est-à-dire une fois que vous êtes dedans, de l'amitié et tout, et puis il y a la Cornouaille, c'est-à-dire qu'elle vous décrit quand ils vont se baigner, c'est très sensuel, hein. C'est incroyable parce que c'est une Angleterre dont on n'a pas l'habitude, c'est-à-dire l'Angleterre généralement il fait froid, la neige, gris et tout, et là vous avez toute la sensualité de la campagne anglaise, avec ces petits villages, avec ces gens, même alors... L'évolution de la campagne anglaise, c'est-à-dire vous tombez dans les années 40 avec les bombardements, mais la campagne qui était relativement riche et tout, et puis la campagne actuelle en Angleterre où c'est très très difficile pour les fermiers et tout, c'est vraiment magnifique, c'est un peu comme la couverture, mais en moins nonneux, parce que je sais pas pourquoi en ce moment ils font dans le... Voilà. Mais bon, j'avoue que relativement cette couverture, je l'aime bien. Si vous voulez un petit truc pas cher, ça vaut 8,40. Vous allez passer vraiment un très 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 joli moment. Voilà. Vous allez passer de 1939 à notre époque et ça se passe très très bien et vous allez revivre tout ça. C'est vraiment une petite merveille. Ça s'appelle La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan en livre de poche. Thomas Snegarov, ça s'appelle Little Rock 1957, l'histoire des 9 lycéens noirs qui ont bouleversé l'Amérique chez Taillandier. Alors j'adore ce type parce que c'est un très très bon historien, il travaille sur France Info entre autres, il n'a pas la grosse tête, ce qui est quand même relativement rare dans ce milieu, en plus il a cette capacité de vous faire vivre l'histoire. Vous savez, vous avez beaucoup de gens qui sont très calés en histoire mais qui écrivent comme des thèses, quoi, c'est-à-dire au bout de 20 pages c'est chiant comme pas possible. Lui pas du tout, vous êtes complètement dedans tout en étant d'une documentation incroyable. Il a un talent, moi je trouve que ce type devrait avoir plus des primes en histoire ou quelque chose comme ça, ou à la place de certains neuneux qu'on voit dans certaines émissions de télé, toujours les mêmes, enfin je veux pas. Et là il va nous raconter l'histoire, on est, je crois que c'est en 1957, ouais c'est ça, dans l'Arkansas, et vous avez l'histoire de ces étudiants noirs hein, qui veulent aller dans les mêmes lycées que les blancs, et puis ils vont être, c'est pas possible, hein, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de rejet des blancs, et puis ces 9 étudiants vont être agressés, et il va y avoir un photographe qui va prendre une photo, et cette photo va faire le tour des États-Unis, ça va complètement bouleverser les Américains. Et là, vous allez voir le combat d'Eisenhower, qui était le président de l'époque, et puis du gouverneur de l'Arkansas, qui était un immonde conservateur. C'est leur combat pour faire accepter la disparition de la ségrégation au niveau des étudiants. C'est magnifiquement fait. C'est encore des échos à nos jours, hein, parce que c'est pas les États-Unis, c'est pas forcément la démocratie idéale qu'on veut nous décrire, et que le racisme existe toujours, et que ces étudiants-là sont parmi les premières qui se sont battus pour que les Noirs aux États-Unis puissent aller à l'école, et c'était franchement pas facile comme dirait l'autre. Ça s'appelle Little Rock 1957, c'est l'histoire des 9 lycéens qui ont bouleversé l'Amérique chez Taillandier de Thomas Snegarov. Allez-y, ça se lit comme un roman, et puis ça vous ouvre un peu l'esprit sur ce qui se passe là-bas, ici, et ça vous rend un peu moins bête. Voilà, juste pour vous dire que Nadine Monfils, il faut la lire, hein, puisque c'est on avait déjà fait un appel, puisqu'elle ne voulait plus oui, je bouge le pied de la caméra. Désagréable ce type derrière. Et donc oui, Nadine Monfils qui avait décidé de s'arrêter d'arrêter d'écrire parce que elle considérait que ses livres se vendaient pas assez. Surtout lisez-la parce que c'est vraiment Frédéric Dard s'est réincarné dans cette femme. Elle a un talent merveilleux. Elle joue avec la langue française. En plus, elle leur donne cette chaleur, cette générosité et cette couleur
elle est belge. Donc vous voyez, ça redonne encore le coup de folie. Pour moi, ça serait vraiment une injustice que cette femme arrête d'écrire. Et puis d'ailleurs, c'est une injustice qu'elle se vende pas plus, alors qu'on voit les quantités, enfin, les journalistes n'en parlent pas beaucoup, alors qu'on parle de Bec BD ou de trucs à la mort moins le nœud comme ça. Donc lisez Nadine Monfils, et je pense qu'il y en a un autre aussi qui veut s'arrêter d'écrire, mais ça on en reparlera après, c'est Pierre Pelot, qui est désespéré parce que ses romans ne se vendent pas, alors que c'est un des grands, alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est comme pour Nadine Monfils, ce sont des vrais écrivains, des grands écrivains, et que je trouve que c'est vraiment une injustice, et qu'il faut qu'ils continuent d'écrire, même si ça se vend pas, parce que l'écriture c'est aussi un investissement à long terme pour pas les lecteurs, forcément les écrivains, mais pour les lecteurs, et que un jour ou l'autre, le talent ça se découvre ou ça se redécouvre. Voilà, c'était fini, c'est fini pour le 13e, 12e Facebook Live. Oui, vous voulez quoi, Fred? Non, juste c'est tout qu'on vous retrouve. Ah oui, alors c'est Fred qui veut que j'oublie pas ça. Oui, surtout. Sinon, il va me faire une scène pendant 8 jours. Alors, il faut, déjà, si vous likez, si vous aimez, vous likez, ok? C'est très important pour lui et pour nous. Et puis, vous nous retrouvez sur la chaîne YouTube La Griffe Noire, accessoirement Gérard Collard ou accessoirement le contraire, enfin bon voilà, vous abonnez. Alors ça, il faut qu'on atteigne les 10 000 abonnements, parce que là on y arrive, mais là vous êtes un peu mou de l'abonnement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis voilà, c'est sur France 5. Ah oui, alors non, mais il y a des gens qui vont dire que je suis un peu trop partout. Sur France 5 avec la merveilleuse Marina Carrère-Dancos et Michel Simès, que j'aime beaucoup. Et puis sur Sud Radio avec Valérie Expert, toujours aussi, voilà. Elle y va. Et puis voilà, c'est le vendredi, je crois, c'est vers 10h40 ou 11h40. Enfin, vous regardez sur YouTube, c'est à partir de 11h. Voilà, sur YouTube. Et puis, vous n'oubliez pas non plus la sélection de Tom Select à propos des BD, des mangas et des choses, qui est en train de devenir une idole dans son village. Faut dire qu'ils sont 3. Et non, je plaisante. C'est vraiment en train de devenir une idole mondiale du manga et de la BD. Et franchement, il a de très 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 bons choix. Et puis, je pense que dorénavant, il aura peut-être en plus de ses mangas et en plus de ses comics et en plus de ces choses, il fera peut-être un assortiment de BD plus classique pour personnes plus âgées comme moi. Donc voilà, c'est un truc. Voilà, à bientôt. Et puis oui, je sais faire ça aussi. Donc la prochaine fois. Et puis passez un bon moment. Et puis merci d'être venu.